à cette discussion extrêmement importante de haut niveau au niveau du Parlement de la CEDEAO. S'il vous plaît, rapprochez-vous du micro et parlez un peu fort. Et surtout, de nous donner l'opportunité de partager avec vous l'appui que nous donnons aux États membres de la CEDEAO dans la gestion des questions humanitaires. Je voudrais préciser que hier, leurs honorables avaient demandé de recevoir les détails statistiques des populations réfugiées. Ceci a été fait et je pense que le secrétariat est en train d'imprimer les documents qui vont permettre évidemment de voir la cartographie globale de la population réfugiée dans la sous-région. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir les détails en termes de genre et d'âge, mais nous allons travailler sur cet aspect également. La situation de la crise humanitaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest se présente de la manière suivante. Beaucoup d'entre vous ont déjà décrit cette situation depuis hier. Nous voulons juste rappeler que la plupart des conflits ont été générés, la situation humanitaire a été générée par des conflits armés, mais aussi, comme beaucoup d'entre vous ont dit aujourd'hui, le conflit intercommunautaire qu'on a observé dans la plupart des pays. Il y a aussi l'insécurité généralisée par le fait de la présence de groupes armés, notamment au sein de l'État du Mali, et la situation s'est étendue au niveau des pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger. Et au niveau du Nigeria, la crise nigérienne a également touché des pays voisins, pas seulement dans l'espace CEDEAO, mais un peu au-delà pour toucher l'espace CEMAC. Et à ce fait, on n'oubliera pas de mentionner par exemple le Niger qui a été touché, le Cameroun et le Tchad qui sont en Afrique centrale. Ce qui ferait appel donc, comme vous l'avez déjà évoqué, à avoir une approche globale de la situation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais la situation aujourd'hui exige que la réflexion soit menée au-delà de l'espace CEDEAO pour englober la situation continentale, comme évoquait une des honorables, pour que la problématique soit vue de façon très globale. L'autre chose aussi à mentionner est que la situation de la crise au niveau du Mali est en train d'affecter des pays voisins et particulièrement le Burkina Faso, qui déjà dans sa partie nord, nord-sud et nord-ouest est en train d'être affecté par la présence de groupes armés et de conflits intercommunautaires. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si cette extension risque de ne pas aller au-delà de Burkina Faso, parce que déjà le Ghana a été touché avec la présence des réfugiés de Burkina Faso dans ce pays. Et vu la proximité de Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Togo, le Bénin, je pense que nous sommes en droit de nous poser la question de voir si l'approche globale que vous suggérez ici ne serait pas envisagée pour faciliter évidemment une résolution complète du problème humanitaire et reprendre la voie du développement. Il serait également important de rappeler que le HCR et les organisations humanitaires interviennent dans les États sur leurs demandes, mais ils viennent en appui aux États. Pour le HCR, un mandat lui a été confié sur les réfugiés, ce que nous essayons de faire avec tous les États. Mais en plus de cela, il est important de mentionner qu'il y a une responsabilité partagée dans le cadre de la réforme humanitaire qui donne également la possibilité au HCR d'intervenir sur 3 secteurs importants: la protection, la gestion et la coordination des camps et les abris d'urgence lorsqu'il s'agit de la problématique des déplacés internes, telle que nous avons évoqué depuis hier. Un autre aspect également important à mentionner, c'est que le HCR intervient sur la problématique liée au risque d'apatridie. Le risque d'apatridie est lié au fait qu'avec le mouvement de population et aussi les systèmes de fonctionnement de l'état civil dans les différents pays, tout le monde n'arrive pas à se faire documenter afin de bénéficier de la protection de son état.
et au risque d'exposer ces populations sans documentation, notamment les enfants, au risque de ne pas avoir la nationalité ou d'être rejetés à la frontière d'un État. Le HCR travaille également sur cette question et il y a des actions importantes qui ont déjà été prises au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est le pays qui fait face à cette grosse problématique d'apatridie, mais aussi dans certains pays tels que le Mali. En termes de population qui relève du mandat ou de la responsabilité du HCR dans la région de l'Afrique de l'Ouest, nous dirons que globalement, il y a 4 841 437 personnes qui sont affectées par des crises en Afrique de l'Ouest et qui sont des réfugiés ou des déplacés internes, mais aussi la sous-région reçoit des réfugiés provenant d'autres pays et ils ont trouvé refuge sur l'espace. La plus grande majorité de ces populations, des 4 800 000, est constituée des personnes déplacées internes et on les estime aujourd'hui à 2 045 698 pour l'espace de la CEDEAO. Ils sont suivis également des personnes déplacées qui sont retournées, qui sont au nombre de 1 720 099. Et nous avons également des réfugiés qui sont dans l'espace. Ils sont au nombre de 302 454. Nous avons des demandeurs d'asile qui sont au nombre de 6 036. Nous avons des personnes à risque d'apatridie, comme je le disais tout à l'heure, qui sont 674 000. Et nous avons des réfugiés qui sont retournés dans leur pays. Et ça, encore, c'est dans l'espace CEDEAO. Ils sont au nombre de 80 650. Tout ça, c'est pour dire que la problématique est assez importante, grande, en termes de nombre de populations affectées, les 4 800 000. Mais en même temps, il y a des efforts pour la recherche de solutions aux problèmes de ces personnes avec le retour des personnes déplacées et des réfugiés. Le HCR travaille avec des directives stratégiques et pour les sujets qui intéressent la discussion du Parlement de la CEDEAO, le HCR travaille avec des directives sur la santé. Le HCR travaille également avec des directives sur l'abri et l'installation des réfugiés dans les camps. Ces documents ont été partagés avec le secrétariat et seront distribués pour votre lecture. Les objectifs stratégiques globaux retenus par le HCR pour les opérations en Afrique de l'Ouest concernent donc le renforcement de l'accès à la protection des populations affectées, parce que ça c'est un des problèmes aujourd'hui, où les populations ne peuvent pas jouir librement de mouvement, d'une liberté de mouvement. Les populations sont exposées au risque de cas de meurtre. On a vu tout ce qui vient de se passer au niveau du Mali et du Nigeria, et pas plus longtemps qu'hier, nous avons encore appris qu'il y a eu des cas de meurtre. Il y a des problèmes liés donc à la protection des enfants, des femmes, dans le contexte actuel, et vous avez mentionné ici qu'il y a des problématiques de conflits intercommunautaires. Donc tout cela a besoin d'un mécanisme soutenu de protection pour faciliter donc l'accès de la population à ces mécanismes-là. L'autre objectif stratégique touche donc à la protection des personnes à risque, pour lesquelles il faut mettre en place des actions, pas seulement de réponse, mais une action préventive qui permet d'éviter que la situation qui se dégrade au niveau des différents pays puisse affecter ces populations. L'autre directive stratégique qui est beaucoup plus liée aux questions des déplacés, mais aussi des réfugiés, est la recherche d'une solution globale. Comme vous le savez, beaucoup des pays de la CEDEAO ont pris part à la déclaration de New York en 2016. Ils ont pris part également l'année dernière, en décembre, sur l'adoption d'un pacte global sur la gestion des réfugiés et des personnes déplacées. Et maintenant, ces pays sont en train de travailler, y compris au niveau de l'Afrique de l'Ouest et les autres membres de la communauté internationale, pour un forum mondial qui se prépare d'ici à décembre 2019
pour essayer de prendre des engagements, que ce soit au niveau des actions, comme vous êtes en train de le soulever depuis hier, pour ce qui concerne la CEDEAO, qu'au niveau de la recherche des moyens, lesquels moyens doivent permettre à la CEDEAO de pouvoir répondre efficacement aux problèmes des réfugiés. Et enfin, l'autre directive stratégique est de voir comment soutenir les États membres de la CEDEAO à bien gérer le mécanisme de l'état civil et de l'identification à travers la production des cartes d'identité aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO, mais aussi de garantir le droit à la nationalité à chacun des citoyens de l'espace CEDEAO. Cette approche de documentation doit aller au-delà, évidemment, pour toucher les réfugiés qui vivent sur l'espace. Et le cas du Togo, tel que ça a été mentionné ce matin, montre déjà à quel point ceci constitue une préoccupation également pour beaucoup d'États membres de l'espace CEDEAO. Il y a des défis importants qui touchent donc la crise humanitaire dans l'espace. On a mentionné la situation du Mali et du Nigeria, qui aujourd'hui sont caractérisés par ce qu'on appelle maintenant de plus en plus l'extrémisme violent, vu la façon dont les violences sont commises contre les populations civiles et qui nécessitent une action tant au niveau politique, social, économique, mais aussi militaire, avec l'engagement du G5 Sahel. Les problèmes, je voudrais citer quelques-uns, qui touchent presque à l'ensemble des États. L'insécurité est de plus en plus grandissante et constitue une menace en ce moment dans l'espace CEDEAO. Et cela touche au Mali. On a vu déjà le Burkina Faso est en train d'être affecté, ainsi que le Nigeria. Le Niger également est affecté, notamment dans sa partie sud, avec la problématique Boko Haram, mais aussi dans la partie nord avec la crise au niveau du Mali. Nous l'avons déjà dit que cette même problématique va au-delà parce que la situation, par exemple, au niveau du Nigeria a touché 2 pays au niveau de l'Afrique centrale, mais la crise des anglophones au niveau du Cameroun a également affecté le Nigeria. Donc, ces risques de menaces terroristes et l'insécurité volatile est en train, pas seulement de toucher vraiment les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais ça va au-delà, ce qui, comme vous l'avez dit, peut-être nécessite une action globale. La criminalité et aussi les tensions intercommunautaires, qui étaient à un moment donné limitées à quelques pays tels que le Mali et le Nigeria, s'étend également aujourd'hui au niveau du Burkina Faso et du Niger, parce que les dernières crises ont montré que les communautés commencent à ne plus s'entendre. Par exemple, pour les pays qui n'avaient pas été touchés il y a quelques années par la crise qui secoue l'Afrique de l'Ouest. L'autre aspect également, c'est les risques de protection auxquels font face les populations, les violations de droits, de l'intégrité physique, les déplacements qui caractérisent aujourd'hui la crise et qui s'étend également à l'ensemble de ces pays, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria et le Niger. La limitation d'accès pour la fourniture de services. Et cette limitation d'accès empêche aujourd'hui, dans certains pays, soit le gouvernement, de pouvoir avoir accès sur une partie de leur territoire pour pouvoir garantir la sécurité et la fourniture de services, mais ça empêche même aujourd'hui les acteurs humanitaires de pouvoir donner leur appui aux autorités pour pouvoir fournir les services nécessaires. Donc, cette question également est en discussion en ce moment entre le HCR et les États qui sont concernés, et peut-être que d'ici septembre, il y aura les mêmes initiatives telles que celle qui a été organisée au niveau du Nigeria en janvier dernier pour essayer de débattre la problématique de la protection des populations, de l'accès humanitaire et de l'extrémisme violent qui caractérise ces 2 crises du Mali et du Niger et qui s'étend malheureusement aujourd'hui au Burkina Faso. La question d'abri et d'autres services tels que eau et assainissement se pose aujourd'hui dans le contexte de la crise humanitaire.
Certains l'ont dit hier, par exemple, le Togo a caractérisé la crise ici étant affectée en partie par la catastrophe naturelle. Nous avons également écouté aujourd'hui avec le Togo. Hier, c'était avec un autre État. Cette situation également aujourd'hui empêche à ce que nous puissions mettre en place des infrastructures nécessaires, des services de base pour faciliter par exemple le développement de l'agriculture, pour résoudre le problème global de sécurité alimentaire, ni de fournir de l'eau pour un soin de qualité ou la consommation à la population. Nous reviendrons sur la question spécifique de l'abri quand nous allons aborder cela. L'éducation également pose problème. La problématique d'éducation est beaucoup plus liée à la destruction des infrastructures, mais aussi évidemment cette destruction qui empêche aux enfants d'avoir des infrastructures capables de les absorber. La présence d'autres moyens tels que les enseignants et tout pour pouvoir fournir une éducation de qualité à cause de l'insécurité qui est grandissante et l'impossibilité, soit pour les États ou pour les acteurs qui viennent en appui, de pouvoir fournir évidemment un appui adéquat dans la remise en place de ces infrastructures ou la construction des infrastructures additionnelles. Et nous voulons donc terminer sur deux autres points, la problématique déjà chronique de violence sexuelle qui est en train aussi d'affecter les filles et les femmes dans le contexte de la crise actuelle. On a vu au niveau du Nigeria comment est-ce que beaucoup de filles ont été prises en otage. On a vu dans d'autres crises, par exemple au Mali, comment est-ce que des cas de viol sont parfois même utilisés comme armes de guerre pour essayer de décourager la population. Revenons sur la question spécifique qui intéresse notre domaine d'intervention dans cette rencontre. Je vais aborder la question relative donc à l'accueil et puis l'installation des réfugiés, la construction des abris. Mais j'ai à côté de moi ma collègue Dr Ada, qui est responsable régional en matière de santé, qui va essayer de vous expliquer un peu plus davantage comment est-ce que le système d'appui santé fonctionne dans la région. Pour ce qui concerne l'abri, honorable député, le HCR a une stratégie globale qui vise l'installation, parce que quand les réfugiés ou les déplacés internes arrivent, la première étape, c'est de pouvoir les installer. Il faut des normes pour cette installation. Ensuite, il faut leur donner des abris. Cette intervention doit prendre en compte le contexte et le type d'opération. Le contexte est que nous pouvons avoir des réfugiés qui sont des réfugiés urbains, qui vivent dans les villes telles que Lomé ou d'autres grandes villes au sein d'un État. Et nous avons la situation rurale pour des réfugiés qui arrivent souvent en masse, mais ne restent pas dans les grandes villes, mais qui sont obligés évidemment d'être installés dans les zones rurales. Et donc les interventions ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit de leur fournir par exemple l'abri ou de les aider à s'installer. Dans un milieu urbain tel que Lomé, qui déjà est une ville organisée avec des normes établies par l'État, les mécanismes d'installation dépendent beaucoup plus de la politique de chaque État, des mesures qui sont prises par les États pour l'accueil et l'installation des populations. Et dans cet environnement, la plus grande difficulté est que on ne peut pas construire des sites ou des camps, d'où nécessité évidemment de trouver des moyens de logement, au risque de voir des réfugiés se retrouver dans des quartiers où ils vont augmenter le nombre de la population et peut-être rendre les conditions de vie d'assainissement assez difficiles. Et pour cela, souvent, ce qu'il faut faire, c'est de procéder à des locations de maisons. Et qui dit location de maison dit ressources nécessaires pour assurer cette location. Ce qui rend le plus souvent extrêmement difficile la gestion des cas urbains dans le contexte des réfugiés. Pour les déplacés internes, le plus souvent, c'est la situation de contexte rural qui s'applique parce qu'ils se déplacent en grand nombre, mais il arrive également que pour diverses raisons,
un bon nombre de personnes déplacées internes à l'intérieur de leur propre pays choisissent de s'installer dans des villes pour diverses raisons, parfois pour des raisons d'éducation pour les enfants, parfois des raisons de santé, parfois des raisons d'emploi, surtout pour les populations qui ont la capacité d'exercer quelques types d'activités professionnelles. Sur le plan du contexte opérationnel, les approches d'abri pour les réfugiés dépendent soit de la phase d'urgence où il y a un afflux, où les populations sont en train d'arriver et qu'il faudrait les accueillir et les installer plus rapidement, ou lorsque les réfugiés ou les déplacés internes sont restés déjà pendant quelque temps, 6 mois, 1 année, 2 années, où on ne peut plus continuer d'adopter l'approche d'installation d'urgence et des abris d'urgence. Dans le contexte des abris d'urgence, le HCR et même les autres partenaires qui interviennent dans le même domaine lorsqu'il s'agit des déplacés internes adoptent l'approche de la mise en place d'abord avec l'aval des autorités, l'espace capable d'accueillir le nombre de personnes qui arrivent soit en tant que personnes déplacées internes, soit en tant que réfugiés. Donc, dépendant du nombre, les autorités peuvent déterminer l'espace qui peuvent les accueillir et à partir de ce moment, les acteurs, y compris le HCR, peuvent mettre en place les infrastructures qui sont requises au niveau de la santé, au niveau de l'assainissement, au niveau de l'eau, pour pouvoir évidemment abriter ces personnes. Dans le domaine de l'abri, dans cette phase d'urgence, ce qui est fait, c'est la mise en place soit des hangars. Et ces hangars permettent de recevoir très rapidement un grand nombre de populations parce que la construction des abris peut prendre du temps. Si les moyens le permettent, on peut aussi faire venir des tentes et ces tentes vont servir donc à l'accueil des familles alors que les hangars sont destinés à accueillir un nombre de personnes sans distinction de la composition familiale. Il arrive aussi parfois où nous essayons d'ériger quelques abris d'urgence, mais toujours avec des bâches, pour pouvoir accueillir très rapidement les populations avant d'envisager les phases d'installation. Le problème lié pour ce type d'abri dans la phase d'urgence est que ce sont les bâches qui sont utilisées et ces bâches, quelquefois, ça coûte excessivement cher, mais ces bâches ne sont pas des matériels qui peuvent durer dans le temps. La durée de vie d'une bâche est de maximum 6 mois, parfois 3 mois, dépendant du contexte géographique et des intempéries. Si nous nous trouvons dans une zone où la pluviométrie est trop élevée, la pluie peut détruire facilement les bâches en quelques semaines. Mais aussi dans des zones où, par exemple le Sahel, où il fait extrêmement chaud, c'est le cas par exemple de Difa, c'est le cas aussi du Nord Mali, Gao, Tombouctou, où l'appui aux populations déplacées et réfugiées dans ces zones, en utilisant des bâches, nous oblige à considérer le remplacement de ces bâches après 3 mois ou après 6 mois. L'autre aspect également à considérer qui peut avoir un impact sur la santé, c'est que les bâches peuvent développer une chaleur qui ne permet pas, par exemple, à un bébé ou à une femme enceinte de pouvoir trouver un abri décent. Donc ça expose ces femmes, ça expose ces enfants. Et lorsque nous parlons du contexte du Sahel, où il y a très peu d'arbres pour créer une végétation contribuant à protéger la population, les populations qui bénéficient des bâches sont très, très exposées. Donc voilà un peu la problématique dans le contexte de l'urgence et c'est ce que nous essayons de faire, mais avec les conséquences. Souvent, il arrive que nous ne pouvons pas renouveler les bâches parce qu'elles coûtent excessivement cher et que les fonds ne sont pas suffisants. Nous allons revenir sur les moyens. Donc, voilà un peu ce qui se passe dans le contexte de l'urgence. Dans le domaine de l'installation, lorsque les réfugiés deviennent des réfugiés de longue durée, ce qui est la plupart des situations dans les pays concernés, il faudrait
prendre maintenant l'approche de ce que nous appelons les abris de transition. Ces abris de transition, on a vu quelques exemples présentés par exemple par les autorités togolaises dans le contexte de la catastrophe naturelle. C'est la même approche que nous essayons d'adopter au niveau du HCR pour fournir soit juste le matériel ou les matériaux aux populations qui sont encore capables de construire par elles-mêmes afin de pouvoir construire leurs propres abris. Et les acteurs humanitaires, y compris le HCR, se focalisent sur les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants séparés non accompagnés ou les personnes handicapées qui n'ont pas la capacité de pouvoir construire par elles-mêmes. Donc c'est l'approche que nous essayons d'adopter. Cette approche aussi, qui en fait essaie de corriger un peu la situation pendant l'urgence, peut avoir des limites, des difficultés liées aux ressources. Parce que le coût des matériaux varie d'un pays à l'autre, parce que le niveau de vie n'est pas le même dans les différents pays. Le HCR essaie de couvrir l'ensemble des besoins pour ce qui concerne les réfugiés. Comme je dis, il y a un mandat spécifique assigné par les États au HCR sur la problématique des réfugiés. Mais pour ce qui concerne les déplacés internes, c'est une approche de responsabilité partagée. C'est que le HCR n'a pas le mandat, mais le HCR doit travailler avec les autres organisations pour pouvoir rassembler les ressources nécessaires à répondre à la problématique de logement des personnes déplacées internes. Vous constaterez souvent que beaucoup de personnes déplacées internes utilisent des édifices publics tels que les écoles, les centres de santé abandonnés ou d'autres infrastructures pour s'abriter. Pour la simple raison que l'ensemble de la communauté humanitaire qui intervient en appui aux États qui ont fait face à la problématique ne dispose pas des ressources nécessaires pour pouvoir répondre à la problématique des personnes déplacées internes. Donc voilà comment la situation se présente dans ce domaine d'abri et de l'installation. Et donc cela aussi soulève la contrainte de la qualité des abris qu'on doit fournir pendant la phase d'urgence, même pendant la phase d'installation pour les réfugiés de longue durée, et les contraintes financières qui souvent aussi nous obligent à ne pas être capables de fournir les abris adéquats pour une meilleure protection des populations et surtout le respect de leur dignité. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler un peu plus vite pour qu'on arrive à votre seconde, voilà, pour que, parce qu'on avait donné 25 minutes, mais on va au-delà maintenant. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de donner la parole à ma collègue, je voudrais, parce qu'on a discuté beaucoup plus de l'approche de solution. J'ai évoqué tout à l'heure l'engagement des États, y compris la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'espace CEDEAO, depuis 2016, sur l'approche globale sur la problématique des réfugiés et des personnes déplacées internes. Beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest ont pris des engagements pendant ces forums-là pour pouvoir mettre en place un cadre global de réponse aux problèmes des réfugiés et des déplacés internes. La déclaration de New York, mais aussi le pacte global, l'accord global sur la gestion des réfugiés a fait l'objet d'une adoption globale par les pays de l'Afrique de l'Ouest. Comme je le disais déjà, d'ici la fin de l'année, il va y avoir une grande réunion à Genève où tous les États, y compris les États de l'espace CEDEAO, vont prendre part pour discuter de ce qui doit être fait maintenant de façon très concrète, très pratique, pour que non seulement on arrive à résoudre les causes profondes des crises qui affectent l'Afrique et particulièrement l'espace CEDEAO, les solutions à apporter pour que les différentes difficultés rencontrées par les populations affectées, sur tous les angles, que ce soit sur le plan social, économique, sécuritaire, puissent avoir une solution permettant évidemment de stabiliser la zone et surtout de favoriser le développement économique et le bien-être social. Le pacte mondial que les États ont signé
y compris les États CEDEAO, ont fixé 4 objectifs prioritaires. Le premier objectif, c'est comment s'assurer que les pays qui reçoivent des réfugiés puissent évidemment amoindrir la charge que constitue la présence de ces réfugiés sur leurs ressources. Le deuxième axe, c'est comment renforcer les moyens d'existence pour que et la population réfugiée déplacée, mais aussi la population haute qui ne s'est pas encore déplacée, puisse avoir les moyens pour pouvoir essayer de développer les activités économiques qui les aident déjà à continuer à s'offrir cette entraide qu'ils ont, que les populations d'accueil ont commencé à fournir aux réfugiés ou aux déplacés de leur arrivée. L'autre axe, qui est le troisième, est la recherche d'une voie complémentaire à travers la réinstallation dans un pays tiers pour ceux des pays qui l'acceptent, qui sont souvent les pays occidentaux, les États-Unis, le Canada, la Finlande, etc., qui reçoivent les réfugiés, ou d'autres moyens complémentaires. Et c'est à cela que je voudrais également saluer l'initiative du Togo d'avoir offert, par exemple, déjà à la population réfugiée qui vit sur le territoire togolais la possibilité d'acquérir la nationalité pour ceux qui le veulent, afin de pouvoir non seulement mettre fin à leur statut de réfugié, mais surtout de devenir citoyens du Togo et de contribuer au développement du Togo. Et une grande question que nous allons nous poser, vous avez vu les statistiques, la plupart des réfugiés qui sont ici sont des réfugiés de l'espace CEDEAO. Et la CEDEAO a des très bons mécanismes et la CEDEAO est en avance sur beaucoup d'autres sous-régions en Afrique. C'est qu'il existe déjà un cadre pour la liberté de circulation des ressortissants des États membres de la CEDEAO, mais aussi il y a le droit de résidence qui est prévu dans l'aide au protocole de la CEDEAO. La question aujourd'hui est, est-ce qu'au niveau de la CEDEAO, on pourrait penser pour les réfugiés qui sont ressortissants de l'espace CEDEAO, ivoiriens, ghanéens et autres, de pouvoir bénéficier de ces mécanismes et essayer de résoudre leurs problèmes humanitaires. Et le dernier axe, c'est le renforcement de la sécurité et la dignité dans ces pays. Et je pense que c'est un axe qui va permettre évidemment de résoudre le problème que nous avons décrit pour le Nigeria, le Mali et d'autres problèmes, d'autres pays qui sont actuellement affectés. Au niveau des ressources, nous avons demandé des ressources pour, par exemple, répondre aux besoins au niveau de l'Afrique de l'Ouest. S'il vous plaît, permettez à votre collègue de vous compléter. Il y a beaucoup de questions qui vont venir après. Sûrement, vous pouvez utiliser la partie restante pour répondre à certaines questions. Si on va poser des problèmes sur les questions sur les ressources, où vous les prenez, comment vous les prenez et tout ça. Si vous donnez ça maintenant, les 25 minutes passent et on ne pourra pas gérer. D'accord, Monsieur le Président. Donc, voilà. Je donne la parole à ma collègue sur la question de santé. Député, je vais faire l'effort de présenter rapidement, je l'espère en moins de 5 minutes, ce qui reste à présenter. Et je serai disponible pour les questions. Alors, en matière d'assistance médicale, en matière de santé dans la région, le HCR intervient sur la base d'une stratégie régionale, bien entendu, qui s'inspire d'une stratégie globale. La vision du HCR et de ses partenaires, bien entendu, c'est que les réfugiés en Afrique de l'Ouest aient un accès géographique et financier continu aux services de santé et sociaux dans des conditions similaires à celles des nationaux. Je vais aller directement à nos priorités stratégiques. Nous pourrons partager cette stratégie par la suite. Pardon. Nos priorités stratégiques ont été définies pour garantir l'efficience, c'est-à-dire le rapport coût-efficacité et la durabilité de l'assistance médicale aux réfugiés. C'est important de parler de cette durabilité parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'était une assistance médicale pendant des années et on n'arrivait pas à sortir de là. Donc, désormais, c'est efficience et durabilité. Nous avons donc 4 priorités stratégiques.
La première, c'est l'intégration systématique de l'assistance santé et nutrition, bien sûr lorsque c'est faisable, dans les systèmes nationaux. La deuxième priorité, c'est la mise en place d'un schéma consensuel d'assistance aux réfugiés sur 5 ans en général. Nous pourrons en parler. Et dans le cadre de cette mise en place, le HCR finance l'assistance médicale au cours de la première année, et à partir de la deuxième année, les réfugiés sont encouragés à prendre le relais du financement de leurs frais de santé avec une contribution progressive. Donc nous avons des schémas dans chaque pays sur comment on commence, comment est-ce qu'on le fait et quand est-ce qu'on finit. Donc les réfugiés sont impliqués graduellement dans la prise en charge médicale. Ensuite, nous avons comme autre priorité stratégique, c'est la collaboration et la synergie au sein du HCR et en dehors du HCR pour assurer l'efficacité et la durabilité des processus. La quatrième priorité stratégique, c'est l'établissement systématique des liens entre la réponse humanitaire et le développement. C'est très important parce que on va jusqu'à penser que ces situations humanitaires pourraient être transformées en opportunités de développement. Nous pourrons en discuter dans le cadre des jeux questions et réponses. Il faudrait également savoir que la majorité des réfugiés dans la région sont des réfugiés de longue durée. Alors, quelles sont nos interventions au sens large? Nous avons réparti les pays dans la région en 4 grandes catégories. Première catégorie, les pays qui ont une assurance santé qui couvre l'ensemble des pays. Parce que pour le HCR et pour beaucoup d'autres agences, et même pour les pays, l'équité, c'est le mot-clé, c'est-à-dire que les plus vulnérables aient accès aux services. Donc ces pays qui ont une assurance santé, c'est le Bénin, c'est le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre, le HCR aide les réfugiés à se faire enrôler dans cette assurance santé avec un schéma de désengagement progressif, financement total au cours de la première année et après on se désengage. Un bel exemple, c'est au Nigeria avec la crise des réfugiés camerounais où depuis décembre 2018 jusqu'à ce jour, le HCR a financé avec ses partenaires l'affiliation de près de 20 000 réfugiés à l'assurance maladie au Nigeria. La deuxième catégorie de pays, c'est les pays qui mettent en œuvre des mutuelles communautaires de santé avec couverture partielle de ces mutuelles dans les pays. Vous avez le Burkina Faso, vous avez la Guinée et le Togo. C'est le même principe de financement. Et bien sûr, on se désengage. Par exemple, au Togo, le HCR s'est désengagé de l'assistance médicale aux réfugiés en donnant le relais aux autorités sanitaires nationales. La troisième catégorie des pays, c'est les pays qui ne disposent pas encore de système de couverture de risque maladie. C'est la Gambie, c'est la Guinée-Bissau, c'est la Sierra Leone, c'est le Niger et le Libéria. Le HCR a également initié un principe d'intégration à travers le renforcement du système de santé, construction de structures de santé, réhabilitation, don de médicaments, etc. Et puis paiement des frais médicaux des réfugiés avec un désengagement progressif. Et la dernière catégorie, ce sont les pays qui ont développé ce qu'on appelle des plans de réponse aux besoins des réfugiés, des plans multi-partenaires et multi-annuels, MYMP, Multi-Year and Multi-Partnership Plans. C'est le Ghana, c'est le Mali, c'est le Niger et c'est le Sénégal. J'espère qu'il y en a d'autres. Avec ces plans, ce sont les États qui prennent le leadership de la mise en œuvre des réponses avec tous les partenaires. Et dans ce cadre également, le HCR y apporte sa contribution. Donc voilà les 4 grandes catégories et voilà ce que nous faisons. Je vais juste parler d'une leçon apprise, c'est que lorsque le leadership et la coordination des autorités nationales est effectif, ce genre de prise en charge avec des engagements est effectivement efficace. Alors, le dernier volet dont je veux parler, ce sont les défis. Par rapport à cela, ça a l'air beau. Nous avons des résultats concrets qu'on peut partager avec vous, mais il y a des défis. Premier défi, c'est les capacités des systèmes de santé. Comme vous le savez, dans les zones les plus reculées où sont souvent localisés les réfugiés, dans nos pays, ce n'est pas là-bas que les systèmes de santé sont les plus efficaces. Donc, c'est un problème de développement. Nous avons besoin de votre plaidoyer pour que ces zones puissent être renforcées.
Il y a également ce qu'on appelle le mind shifting, le changement de mentalité au niveau des staffs dans le pays et au niveau du HCR et des partenaires. Parce que tout le monde pense que quand les réfugiés arrivent, c'est l'affaire du HCR. Il faut financer, il faut payer, il faut motiver pour qu'on les prenne en charge. Il y a la mobilisation des ressources financières et le renforcement des capacités des structures étatiques pour la mise en œuvre de l'autonomisation économique. Parce que l'appui, l'assistance sanitaire s'arrête à un moment. C'est pour ça que ça s'appelle assistante. Le relais est pris par la capacité des personnes déplacées de force à pouvoir financer eux-mêmes. Et c'est une faiblesse que nous pensons que nous pouvons adresser. Enfin, il y a le renforcement des capacités des pays en matière de mise en place de filets sociaux. Le système avec l'assurance maladie fonctionne très bien au Ghana, c'est un très bel exemple, et au Sénégal, au Mali, etc. Mais la plupart des pays où il y a ces besoins n'ont pas de système de protection sociale, financement du risque maladie. Donc si ces aspects pouvaient être développés dans les pays, ce serait salutaire non seulement pour les réfugiés et pour leurs hôtes. Je vous remercie. Merci bien, madame. Merci, monsieur. Vous allez laisser la place